étudie le vieillissement. On va faire après un petit peu d'épidémiologie. On va parler de l'évaluation gériatrique standardisée. Et on va prendre vite fait un exemple du cancer du sein de la femme âgée. La gériatrie, c'est pour qui? Effectivement, c'est un peu flou. C'est flou pourquoi? Parce qu'il y a des définitions qui sont variables. Par exemple, pour l'Organisme mondial de la santé, une personne âgée est définie quand elle a plus de 65 ans. Pour la société, c'est plutôt quand on arrive à l'âge de la retraite. Et pour le Conseil général, c'est quand on a 75 ans. En tout cas, c'est quoi? C'est une discipline médicale spécialisée qui prend en charge les sujets âgés malades. Le vieillissement. Le vieillissement, c'est un ensemble de processus physiologiques et psychologiques qui modifient la structure et le fonctionnement de l'organisme. Il est la résultante de facteurs intrinsèques, des effets intrinsèques de facteurs génétiques, mais aussi bien sûr de facteurs environnementaux. Ici, vous avez donc une courbe qui montre l'évolution des réserves fonctionnelles avec l'âge. Donc, comme je vous l'ai dit, le vieillissement, c'est un processus physiologique qui aboutit donc à une diminution des réserves fonctionnelles de l'organisme. Il y a une baisse des capacités maximales avec une moindre endurance, une fatigabilité qui provoque une désadaptation lors de situations de stress et qui emmène petit à petit à la perte d'autonomie. De vieillissement, en effet, on note une hétérogénéité entre les personnes âgées de même âge dans la population. On a premièrement 20% de patients âgés qui présentent ce qu'on appelle un vieillissement avec succès. Le successful aging, c'est un très bon état de santé, comme on peut le voir ici. 50% présentent un vieillissement usuel. C'est celui-ci particulièrement qui va nous intéresser. C'est un équilibre physiologique qui est instable et qui, lors d'une agression aiguë, peut basculer dans un état de décompensation. C'est une altération de l'état de santé qui est compatible avec une vie normale, mais qui est reliée à la fragilité. Donc c'est important de prévenir ces personnes fragiles, de faire une prévention auprès de ces personnes fragiles et de prévenir le continuum de la fragilité qui précède la désadaptation fonctionnelle. Et dans 30% des cas, on a des personnes qui présentent un vieillissement pathologique, donc c'est une dégradation de l'état de santé. On le voit bien ici, que ces trois personnes, même si elles ont le même âge, elles n'ont pas du tout le même type de vieillissement. Alors, je trouvais important de présenter juste les composantes du vieillissement. En 1984, donc c'est le docteur Bouchon qui a proposé un schéma modélisant la décompensation fonctionnelle de la personne âgée. En abscisse, ici, vous avez l'âge, ici la fonction d'un organe en ordonnée avec une maximale à 100% et un seuil d'insuffisance marquant la décompensation fonctionnelle. La courbe 1 représente les effets du vieillissement sur la fonction d'un organe. Il faut savoir que le vieillissement à lui seul n'aboutit jamais à une décompensation fonctionnelle. La courbe 2 représente l'effet d'une maladie chronique qui vient se surajouter au vieillissement. Et la courbe 3 représente le facteur aigu de décompensation. Et tous ces phénomènes-là entremêlés vont passer le seuil d'insuffisance et amener à la décompensation fonctionnelle. Ici, vous avez un tableau montrant bien l'espérance de vie par profil de vieillissement. On voit bien qu'une personne qui a un vieillissement harmonieux n'a pas du tout la même espérance de vie qu'une personne au même âge qui a un vieillissement pathologique. La même chose pour les hommes. Ça, il n'y a pas de différence. Un petit peu d'épidémiologie. Alors, l'incidence des cancers augmente avec l'âge. 50% après 60 ans et 30% après 75 ans. En contrepartie, l'espérance de vie ne cesse d'augmenter. En 2040, environ 60% des patients auront plus de 65 ans. Il faut comprendre quelque chose d'important, c'est que l'âge chronologique, qui est donc l'âge qui est déterminé à notre naissance,
ne reflète qu'une partie de notre vieillissement personnel. Et que certaines personnes sont biologiquement plus ou moins âgées que ne le voudrait leur âge chronologique. Ici, ce sont deux petits tableaux qui montrent l'augmentation de l'espérance de vie par tranche d'âge. Et en bas, l'incidence des cancers en fonction de l'âge. Donc plus de la moitié des patients atteints de cancer ont plus de 65 ans. Ici, c'est plutôt l'espérance de vie globale. Donc notre espérance de vie, on voit en bas, augmente à la naissance. Une personne qui naît en 2050 aura en moyenne une espérance de vie de 80 à 90 ans. Ce graphique nous donne un aperçu de l'augmentation de l'espérance de vie jusqu'en 2050. Donc on voit bien que les patients de 60 ans et plus seront en majorité dans quelques années. Donc la maladie, ben oui, le cancer, oui, c'est une maladie du sujet âgé. On le voit ici, l'incidence des cancers augmente en fonction de l'âge, mais aussi la mortalité augmente en fonction de l'âge, comme vous avez ici sur les courbes rouges et bleues. Et pourtant, la prise en charge d'une personne âgée atteinte de cancer est tardive et souvent inadaptée. C'est-à-dire soit ils ne vont pas être traités, soit ils vont être sous-traités alors qu'ils présentent un vieillissement harmonieux et pourraient recevoir le même traitement qu'une personne plus jeune, soit ils sont traités aux mêmes doses et ça ne se voyait pas, mais ils avaient des fragilités et ils vont développer des effets secondaires, des toxicités et qui vont être plus délétères qu'autre chose. On a moins de références. Pourquoi ? Parce que les patients âgés sont très peu inclus dans les études. D'où la nécessité donc d'un traitement approprié pour améliorer donc la qualité de vie, la compliance au traitement, éviter de ou de sous-traiter les malades. Et il a été démontré d'ailleurs que la survie était comparable si on a une bonne tolérance au traitement, même si on est une personne âgée qu'on développe un cancer. La survie est comparable à une personne plus jeune, pardon. Donc il est nécessaire de faire une évaluation gériatrique standardisée après un dépistage par le G8. Le G8, je vous l'ai mis vite fait ici. C'est juste pour comprendre que on évalue les comorbidités du patient, les troubles moteurs, les troubles cognitifs. Et si le score est inférieur à 14, à ce moment-là, il est nécessaire d'aller plus loin et de faire une évaluation gériatrique standardisée beaucoup plus poussée. Je vais vous montrer après à quoi ça correspond. Les enjeux donc de cette évaluation, c'est de considérer le patient dans sa globalité, d'identifier les syndromes gériatriques. Donc les syndromes gériatriques, c'est peut-être un terme qui parle pas bien pour certaines personnes. Un syndrome gériatrique, ce sont les chutes, la dénutrition, les troubles cognitifs, l'incontinence urinaire, tout ça, ce sont des syndromes gériatriques. En effet, une personne qui a 80 ans, chez les plus de 80 ans, il y a 30% d'incontinence urinaire et il y a 30% de chute chez les personnes de plus de 65 ans. Donc le but, les enjeux, c'est de sélectionner des patients au sein d'une population très hétérogène, comme on l'a vu tout à l'heure, selon les niveaux de fragilité, pour définir un niveau de prise en charge adapté. Parce que ces syndromes gériatriques vont avoir un impact sur la qualité de vie et l'autonomie fonctionnelle. Ici, vous avez le cycle de la fragilité. Une personne qui va présenter une maladie chronique, comme un cancer par exemple, va avoir une dénutrition, suivie d'une sarcopénie. La sarcopénie, c'est aussi un syndrome gériatrique. Ça représente une diminution de la masse musculaire et de la force musculaire, et enfin donc une diminution des performances physiques. Ça va s'accompagner de chutes beaucoup plus fréquentes, donc d'une diminution des dépenses énergétiques, une diminution de l'appétit, un cercle vicieux avec une dénutrition qui va s'aggraver, des maladies aiguës qui vont venir se surajouter et qui vont là aussi entraîner la perte d'autonomie. C'est une cohorte française. Les auteurs ont inclus 1000 patients de moyenne d'âge de 84 ans. Et ils ont voulu identifier les marqueurs prédictifs de fragilité en rapport avec une prolongation des hospitalisations. Parmi ces marqueurs prédictifs, il y avait les troubles cognitifs, les troubles de la marche et la dénutrition.
Mais surtout, ce qui était le plus important, c'est qu'ils ont trouvé qu'un patient sur 6 présentait un syndrome gériatrique. Donc, c'est pas quelque chose de rare, et d'où la nécessité de les chercher. Donc, par l'évaluation gériatrique standardisée, qui est une démarche multidisciplinaire, multidimensionnelle, en lien avec le cancérologue, donc le gériatre, le diététicien, le kinésithérapeute, le psychologue, le médecin traitant. On va hiérarchiser les problèmes et on va définir des mesures thérapeutiques adaptées. C'est une évaluation, une évaluation des comorbidités, des fonctions sensorielles, des troubles cognitifs, de l'état nutritionnel, de la marche, de l'équilibre, de la vie sociale, de l'environnement. Je vous montre un petit peu ce que c'est. On va évaluer la mémoire. Donc ici, par le Mini Mental State, par tous ces tests, on va définir les troubles cognitifs s'il y en a d'un patient, avec des troubles praxiques. Ce sont voilà, des troubles praxiques. On va évaluer la mémoire épisodique récente, la mémoire sémantique, qui reflètera plutôt des troubles à type de maladie d'Alzheimer. Le test de l'horloge, ça évalue aussi les troubles praxiques qu'on voit très bien dans les troubles cognitifs d'ordre vasculaire ou chez les patients qui présentent un Alzheimer. On leur fait dessiner une horloge ou répéter 5 mots qu'on leur fait apprendre. Ensuite, on va évaluer l'état nutritionnel par le Mini Nutritional Assessment. On fait d'abord un dépistage, bien sûr, parce que tous ces tests prennent du temps. Donc, s'il n'y a pas de nécessité, on ne va pas plus loin. Si ce test de dépistage est inférieur à 12, on poursuit l'évaluation. Les besoins nutritionnels d'une personne âgée, donc en situation normale, c'est 30 kcal par kilo par jour. Les besoins énergétiques, bien sûr, varient en fonction des dépenses. Il y a une augmentation jusqu'à 45 kcal par jour en cas d'hypercatabolisme, comme dans le cancer. La dénutrition, c'est quelque chose d'important parce que ça augmente la mortalité des infections courantes et de la chirurgie. La malnutrition protéinologie-énergétique, c'est le principal facteur pronostic chez la personne âgée. Ici, on voit bien en fonction de l'IMC, plus l'IMC est bas chez les personnes âgées, plus le risque de décès est élevé. 10% des personnes de 75 à 79 ans consomment moins de 1300 kcal par jour. Donc il y a une importance à cette évaluation nutritionnelle. En effet, le cancer est une pathologie donc associée, comme on l'a vu, à la dénutrition et à tout âge, parce que la tumeur consomme de l'énergie. Les traitements associés anticancéreux provoquent une dénutrition. Souvent, la dépression associée entraîne là aussi une dénutrition, et donc il faut le prendre en charge rapidement. Là, il y a une fréquence de la dénutrition, c'est chez le sujet âgé, et c'est un facteur pronostic de toxicité pour les personnes âgées atteintes de cancer. Ça augmente la mortalité après le début de la chimiothérapie. Ici, vous avez la spirale de la dénutrition qui montre bien ce phénomène, avec d'abord un amaigrissement, une dénutrition avec baisse des défenses immunitaires, une hypoalbuminémie, des infections urinaires, des infections pulmonaires, bien sûr un risque iatrogène, des chutes, des escarres, une dramatisation et jusqu'à la perte d'autonomie, où là souvent on arrive, on ne peut plus revenir en arrière, et c'est pour ça qu'il faut intervenir avant. On va aussi évaluer l'autonomie. Donc là, l'autonomie, on va rechercher ce que le patient peut faire seul. Donc chez nous, ça s'appelle, on évalue les IADL et les ADL. Ce sont les Activities of Daily Living et Instrumental Activity of Daily Living. On va voir s'il peut s'habiller tout seul, s'il peut aller aux toilettes tout seul, s'il peut se déplacer tout seul, s'il peut manger seul, s'il peut prendre les transports en commun, etc. On va évaluer aussi l'humeur du patient, s'il y a justement un syndrome dépressif associé, parce qu'on le sait que ça va aggraver la dénutrition. Le risque de chute, bien sûr. Alors pour ça,
On fait plusieurs tests. Le get-up and go test, l'appui monopodal, il faut que le patient arrive à tenir plus de 5 secondes sur la jambe droite et plus de 5 secondes sur la jambe gauche. La vitesse de marche, le demi-tour. Tout ça, ce sont des choses simples, mais il y a des personnes qui n'arrivent pas à faire ça, ou qui ont du moins des difficultés à le faire, qui présentent une instabilité, qui trébuchent, qui présentent un risque permanent de chute. On voit bien ici qu'il y a une diminution relative de la force musculaire, de la force maximale du muscle de la cuisse avec l'âge, comme on le voit sur ces deux graphiques. Et il y a aussi une évolution de la composition corporelle. On le sait, en vieillissant, la masse grasse augmente et la masse maigre diminue, comme on le voit en haut à gauche. Là, vous avez un muscle sarcopénique entouré de graisse, et ici, c'est un muscle d'une personne plus jeune. Tout ça pour faire quoi? Pour arriver à l'arbre décisionnel selon Pagliucci. On va classer les patients, si je puis dire, dans des groupes, soit dans un groupe dit harmonieux, où ça fera référence à un vieillissement avec succès, où le patient pourra recevoir un traitement standard, exactement le même qu'une personne plus jeune, soit, alors à ce moment-là, le patient sera totalement autonome, il n'aura aucune comorbidité, soit il sera dans un groupe intermédiaire, parce qu'il présente quelques comorbidités, où il y a une carte d'autonomie dans certains actes de la vie quotidienne. À ce moment-là, le traitement sera adapté. Soit il est dans le groupe fragile, le dernier groupe, et à ce moment-là, on s'orientera soit vers des soins palliatifs, la plupart du temps vers des soins palliatifs. Les buts de cette évaluation, donc, c'est quoi? C'est d'optimiser la performance diagnostique, la prise en charge thérapeutique, bien sûr, d'éviter de ou de sous-médicaliser un patient, et donc de mettre en place la mise en place de plans de soins adaptés, ciblés, sur les champs d'évaluation qui sont déficitaires. Il y avait une étude dans le Journal of American Geriatric Society qui était sortie et qui montrait les bénéfices de cette évaluation. Ils ont montré qu'il y avait une diminution de la mortalité de 14%, une diminution des hospitalisations de 12%, une augmentation de la survie à domicile de 26%, une amélioration des fonctions cognitives de 41% et une amélioration de l'état fonctionnel. Ici, sur cette courbe, on voit bien les effets d'une intervention gérontologique sur la survie à 48 mois. Enfin, 48 mois. Pour finir, on va prendre un exemple du cancer du sein de la femme âgée. C'est un cancer qui est découvert à un stade déjà évolué. Il y a 3 fois plus de formes métastatiques d'emblée, avec un retard diagnostique et un retard au traitement. Pourquoi? Parce qu'il y a des problèmes au niveau du dépistage organisé qui s'arrête à 74 ans. Donc, il y a une importance du dépistage individuel, mais pas toutes les femmes le savent, avec une tendance, bien sûr, au sous-traitement. Pourtant, l'histologie, elle n'est pas forcément différente. Il n'y a pas de différence fondamentale en fonction de l'âge. Les tumeurs sont parfois de grade même inférieur à celles des patients plus jeunes. Et il y a davantage de tumeurs avec des récepteurs hormonaux positifs. C'était pas trop la question du jour, mais on va en faire un rapide rappel thérapeutique. Ça, c'est dans le cas normal. Soit il y a une tumeur qui est localisée, à ce moment-là, on proposera à la patiente une chirurgie, plus ou moins une radiothérapie, avec un traitement médical adjuvant. Soit on est dans un stade métastatique, et à ce moment-là, on proposera une hormonothérapie, une chimiothérapie, des radiothérapies des métastases osseuses à visée oncologique, ou des mammectomies même de propreté. Et en revanche, donc oui, du traitement chez la femme âgée, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut traiter que si le traitement doit apporter un avantage à la personne âgée et n'affecte pas sa qualité de vie, d'où l'importance de l'évaluation gériatrique, avec un consentement éclairé du patient, bien entendu. Souvent, comme on l'a dit, donc, les tumeurs découvertes sont découvertes. Si elles sont à un stade localisé, elles sont découvertes à plus de 3 cm. À ce moment-là, on pourra proposer une mammectomie si la personne présente un vieillissement avec succès, comme on l'a vu tout à l'heure.
soit une radiothérapie hypofractionnée. Maintenant, beaucoup de nouveaux traitements sont sortis et adaptés à la personne âgée qui sont très très bien tolérés. Une possible hormonothérapie, voire une chimiothérapie adjuvante. Et dans les cas métastatiques, le but, ça va être de préserver donc la qualité de vie et de stabiliser l'évolution de la maladie. Donc il est important d'évaluer le bénéfice-risque en fonction des facteurs pronostiques. Il faut savoir qu'une femme sur deux de plus de 70 ans avec un cancer du sein opérable décédera d'une autre cause. Tout ça pour dire que la prise en charge du sujet âgé, c'est une démarche qui est globale. Il faut une prévention des complications médicales et psychologiques, une prévention surtout de la perte d'autonomie et de privilégier la qualité de vie. C'est le plus important. Et s'adapter au vieillissement de chaque personne. Merci beaucoup. D'abord, merci pour votre exposé, c'était remarquable. Je voulais dire que pendant beaucoup de temps, les malades âgés n'étaient pas traités, parce qu'on disait elle est vieille, c'est pas la peine de lui donner un traitement, c'est toxique. Et puis il y a eu justement cette arrivée des gérontologues, et maintenant pour nous, les cancérologues, c'est hyper important, parce que maintenant, à partir d'un certain âge, tous les malades sont vus en deuxième intention par le gérontologue, qui nous dit voilà, on peut faire un traitement normal, comme un adulte d'âge moyen, comme vous l'avez montré, ou bien il faut faire, malheureusement, on ne peut pas faire de traitement, ou bien il faut diminuer la dose de traitement. Et ceci est très important parce que ça montre que l'on peut traiter ces malades qui très fréquemment n'arrivaient pas au traitement, alors qu'on pouvait faire quelque chose et même diminuer. Vous parliez du cancer du sein, il y a des cancers du sein chez la femme âgée avec des récepteurs d'hormones. Vous pouvez très bien commencer par une hormonothérapie qui diminue les choses et ensuite faire une irradiation. On peut, à peu de frais, quelquefois, faire des choses tout à fait importantes. Mais il faut, et ça c'est l'importance de la gérontologie, c'est que ça nous permet de voir l'état des malades, voir les comorbidités, et ça nous amène, nous, aux cancérologues, les choses importantes. Merci, Olivia. Je remercie surtout Claire pour son exposé et je lui tire mon chapeau parce que j'ai connu Claire cet été dans les derniers mois de vie de ma maman pour un domaine qui est tout à fait celui qu'elle nous a cité. Et bravo Claire, devant ta famille, merci encore pour ce que tu as fait. Alors, Elisabeth, que je connais aussi de longue date, m'avait demandé tôt ou tard d'intervenir pour l'attaque et de voir ce qui pouvait éventuellement nous lier à la cancérologie, puisque les gynécologues voient de moins en moins de cancer, et tant mieux. Et j'avais proposé éventuellement d'aborder avec vous le problème des pertes osseuses liées au traitement des cancers du sein et de la prostate, même si semble-t-il il y a une dominante de terme ici. C'est un sujet particulièrement difficile dont la base que j'ai utilisée repose sur le cours des internes de spécialité, donc c'est assez rapide, cours qui sont effectués au tel que donc c'est quand même des gros niveaux. Et quand j'ai vu le cours et les diapos qui allaient avec, je les ai rapidement expurgés parce qu'il y avait une multitude de cours, de statistiques, d'études qui ne sont pas faciles à comprendre, en particulier pour moi, et probablement qui, comme disent les jeunes, vont nous gaver l'assistance très rapidement. Donc, j'ai choisi, après le pardon, de parler de ce sujet qui s'intègre en fait dans le cadre général des médicaments qui sont inducteurs éventuellement d'ostéoporose. Vous connaissez pour la plupart, médicaments du diabète, médicaments de la dépression, anticoagulants, et ce que tout le monde connaît vraiment bien maintenant, la corticothérapie, mais tout le monde beaucoup peur aux patients, et il faut rappeler que la cortisone a des règles d'utilisation et que quand le produit est utilisé sur de longs mois des doses indiquées dans l'IPMM, la prévention d'ostéoporose cortisonique peut se faire par l'utilisation du glucosamine dont nous parlerons tout à l'heure. Alors, donc ça laisse exposé en deux parties. Une partie qui est une neurologique, qui traite de l'ostéoporose. C'est loin d'être inutile parce qu'on a beaucoup de progrès à faire dans ce domaine. Et une partie qui est proprement liée au traitement que certains d'entre vous connaissent. À rappeler
que, excusez-moi, que la... C'est dommage que pas le porteur. Le petit coup de plomb pour pas dire. L'ostéoporose est une maladie qui associe deux choses. D'une part, une raréfaction du tissu osseux, d'autre part, un quadrillage de mauvaise qualité. Un peu comme une toile d'araignée à laquelle on coupe les fils. L'aboutissement est une raréfaction telle que l'os va casser. Il est bon de se souvenir que l'ostéoporose veut dire os poreux, à différence de l'ostéomalacie qui veut dire os mou. Et dans les cas, on appelait ça l'ostéoporomalacie. Donc quand il y avait à la fois l'ostéoporose et l'ostéomalacie, c'était l'assurance à tous les coups d'avoir une fracture dans le cas du vieillissement. Alors, bien évidemment, la fracture, c'est le risque habituel de ce type de pathologie. Cette fracture, elle évolue dans le temps chez des individus d'âge différents, de manière intéressante à considérer. D'abord, c'est la fameuse âge, 50-60 ans. Elle marche vite, elle tombe, elle se casse le poignet, et on a vu la laisse du chien, on a vu le pathologie, le chirurgien opère, le kiné rééduque, et c'est terminé. Et ça, c'est une très grave faute professionnelle, parce qu'il s'agit d'une fracture sentinelle. Et cette fracture doit être prise en compte, car si on la néglige, si devant ce type de tableau, on ne fait pas un bilan biologique, une densitométrie, et toute enquête nécessaire pour prendre en charge le patient, on va évoluer vers d'autres fractures. Qui sont l'apanage du sujet en général plus âgé, qui tombe sur le côté, qui se casse le côté du fémur, ou qui tombe sur les fesses et qui se casse le cœur. Là encore, il est important au niveau grand public de savoir que le terme cassement vertébral n'est plus utilisé. Une vertèbre cassée, c'est une vertèbre cassée, c'est une fracture. Les patients sont parfois surpris quand on leur dit non, c'est pas cassé, c'est cassé. C'est quand même quelque chose de grave et qui passe en général relativement inaperçu. Alors pendant longtemps, on a dit que les fractures vertébrales étaient inaperçues parce qu'elles étaient peu douloureuses, mais en fait, toutes les enquêtes nord-américaines montrent que si on les a pas vues, c'est qu'on les a pas cherchées. Et là encore, une fracture vertébrale est quelque chose qui est un élément d'aggravation dans la maladie ostéoporose. Tout ceci, et on rejoint à peu près ce que disait Claire tout à l'heure, a des conséquences majeures. Une fracture du col chez quelqu'un d'âgé, dans 80 ans et plus, va entraîner la première année 20% de décès. Après, 30% de handicap. Les chiffres sont durs, hein. Incapacité à marcher seul, 40%. 80% de perte d'activité, d'une activité de la vie quotidienne. Donc, c'est, compte tenu du vieillissement de la population, un sujet sur lequel on est de plus en plus penché. Et en plus, ça a un coût. Sur les statistiques, les statistiques suisses, maintenant, on regarde les statistiques suisses avec le coût du franc suisse, c'est plus intéressant. On se rend compte que l'ostéoporose coûte très cher. Et elle coûte plus cher que les AVC, que les cancers du sein, que les infarctus. Alors, automatiquement, en tant que rhumatologue, je vous rappellerai que l'ostéoporose est un problème de santé publique. Mais en fait, tous les intervenants, qu'ils soient cancérologues, qu'ils soient neurologues, qu'ils soient gériatres, etc., vont développer à juste titre que leur discipline est un élément important de santé publique. Donc il faut garder la raison et penser, surtout chez le sous-âgé, que l'on doit un peu tout couler pour améliorer l'espérance de vie de ces patients. Alors, comment arrive-t-on à la fracture? La fracture, c'est l'accumulation d'un certain nombre de phénomènes désagréables dans la vie qui partent très tôt à la puberté et qui se trouvent grêlés d'un certain nombre d'éléments qui sont l'âge, qui sont les facteurs de chute, les chutes de la vue, etc., aboutissant à ce phénomène. Et effectivement, quand on remonte très loin dans le temps, le problème se situe ici, au niveau du pic de masse osseuse. Ce pic de masse osseuse s'obtient vers 22 ans. Ce pic de masse osseuse, il est lié à l'intervention d'un certain nombre de facteurs, en particulier génétiques. Il y a des familles qui ont des fractures répétitives. Vous savez que dans le cadre du remboursement de la densitométrie, le fait d'avoir un parent au premier degré qui a une fracture du col permet le remboursement de l'examen. Et puis il y a les facteurs hormonaux, plus importants pour nous semble actuellement être l'anorexie de la petite fille, nous on rétablit son os et ses alimentaires. Il y a la nutrition, qui n'est pas du tout la même, au contraire l'obésité, donc on rentre en plein dans la pathologie anglo-saxonne, qui arrive aussi chez nous. Et il y a le mode de vie, l'excès de sport ou l'autocritique. Alors, pour parler de l'ostéoporose, il faut d'abord avoir fait un examen d'ostéoporose. Vous savez que cet examen est ancien, maintenant il y a plus de 20 ans. C'est un examen qui est utile, qui est fiable, qui est reproductible.
qui utilise des rayons X avec une radiation qui est très faible, de l'ordre de l'opinion. Et on est actuellement en France relativement bien servi, on est maintenant ici, par rapport à l'autre pays. Si c'est un stade date de 2008, il y a quand même des progrès qui ont été faits, et je pense que dans les pays occidentaux, on a maintenant de quoi bien explorer nos patients. La lecture se fait, au niveau rachidien, on mesure la quantité d'os qu'il y a en 25 m². Chez les sujets plus âgés, on ne se sert pas trop de ceci parce qu'il y a une sommation des chiffres fournis par les ostéophiles, les becs de Perrotet, comme disent les patients, et on verra arriver dans le futur des analyseurs transversaux qui permettent de ne pas tenir compte de la sommation des images construites par les ostéophiles. Donc, grosso modo, après 65-70 ans, le choix se fait vers la mesure au niveau du col du fémur par le fémur total ou par le col, et on choisit bien évidemment le chiffre le plus péjoratif pour prendre les décisions. Alors, un petit mot très rapide des conditions de remboursement. Vous savez que dans un premier examen, elles sont relativement larges. La difficulté vient des deuxièmes examens parce que là, elles sont extrêmement restrictives. Et je suis à la fois surpris et à la fois heureux de voir qu'en oncologie, souvent les cancérologues obtiennent le remboursement pour le suivi des traitements, en particulier les traitements anti-hormonaux. Donc, comment va-t-on comprendre l'apparition de l'ostéoporose? On a une courbe de croissance de l'os qui permet à peu près vers 20-22 ans d'arriver au pic de masse osseuse. Et après, ça va décroître avec l'âge. Si vous avez déjà fait des densitométries, vous savez qu'avant 50 ans, on vous parle en Z-score, c'est-à-dire qu'on vous compare à un individu de même âge. Après 50 ans, on vous parle en T-score, c'est la statistique, donc on vous compare à ce que vous aviez quand vous aviez le pic de masse osseuse à 20 ans. Et c'est très important parce que dans cet exemple, on prend un individu qui a 59 ans, qui a une masse osseuse à 0,112 g/cm². Si on le lit en Z-score, âge de peine, vous avez marqué, on dit tiens, il n'a rien du tout. Mais si on le lit comme il se doit en T-score, parce qu'il a passé 50 ans, il est en bas de 50 ans, on est à 2,5. Donc on est réellement en situation d'ostéoporose. Alors, sur cet élément va intervenir quelque chose de très important. La masse osseuse se fait vers 20-22 ans, et puis inéluctablement, à partir de 50 ans chez la femme par la ménopause, et plus tard chez l'homme, souvent par l'andropause, tous les cofacteurs qui interviennent chez l'homme, il va y avoir une décroissance osseuse. Les bons cas, c'est la courbe verte. C'est-à-dire vous fabriquez un os qui est à peu près normal et qui descend doucement, mais on n'arrive pas très vite au seuil fracturaire. Les cas intermédiaires, c'est ceux qui ont fabriqué un os normal et qui vont le perdre très vite parce que interviennent des cofacteurs, le tabac, l'alcool, la sédentarité, les médicaments, comme on a dit tout à l'heure. Et ça s'appelle les traces éclosions, ceux qui perdent vite. Et puis il y a d'autres situations, c'est ceux qui ont fabriqué de l'os en quantité insuffisante quand ils étaient jeunes, en particulier les jeunes femmes qui ont fait l'anorexie. Donc en fait, plus on part tôt dans sa vie osseuse avec un score bas, plus vite ça va descendre, plus vite il y a un risque de fracture, qui est d'ailleurs encore plus évident actuellement avec le vieillissement de la population. C'est une relation typique entre la densitométrie et le risque fracturaire. C'est-à-dire que plus la masse osseuse diminue, plus il y aura des fractures. D'une évidence, c'est un gros progrès qui a permis de réaliser la densitométrie pour découvrir qu'il y était des populations à risque. De ce fait, au début, on a traité sur les recommandations de l'ABSAF les patients par rapport à leur score. On disait, vous avez plus que 1 de votre là, on surveille, vous avez moins que 2,5, c'est l'ostéoporose, on vous traite, vous êtes entre les deux, on surveille ou on décide selon une fracture. Mais, comme on dit, mais la variété des problèmes. Pensez avoir une solution facile et on ne l'avait pas. Parce que si, vous voyez, la densitométrie est un facteur de risque très spécifique et qui permet de screener un certain nombre de patients, beaucoup de femmes passent à travers. Il y a effectivement beaucoup de gens, des hommes aussi, qui ont l'ostéoporose, qui sont traités en médecine, et d'autres, à contrario, qui n'en ont pas mais qui vont passer. Alors, du fait, on s'est intéressé aux facteurs de risque, qui sont indépendants de ce que vous livre la densitométrie. Facteurs de risque, vous les voyez ici inscrits, vous les connaissez, il y a tout un tas de trucs
sur lesquels on peut intervenir. Après, on ne peut pas intervenir sur la du patient, sauf par les mesures de prévention dont on a parlé tout à l'heure. Il y a beaucoup de facteurs qui sont intervenants pour déterminer une étape osseuse. Par exemple, quand vous avez déjà eu une fracture vertébrale, vous multipliez par 3,2 le risque d'en avoir une autre. Vous en avez eu 2 multiplié par 5,4, vous en avez eu plus que 3 multiplié par 10,6. Donc c'est carrément une courbe exponentielle et ceci est valable pour les autres fractures, que ce soit la hanche ou les fractures périphériques, c'est-à-dire essentiellement les os de l'avant-bras et la cheville. Donc, à la question est-ce que la densitométrie permet d'identifier les patients à haut risque, la réponse est actuellement formellement non. Ainsi, quand on reprend des séries, et je passe très rapidement là-dessus, les gens qui ont des masses osseuses non ostéoporotiques peuvent casser 50% de fractures pour la hanche, 50% de fractures vertébrales alors qu'on n'est pas en ostéoporose. Et pour qu'il n'y ait pas de jaloux, pareil, chez les hommes. Cette étude hollandaise, qui a un suivi quand même de plus de 6 ans, démontre à l'évidence qu'il y a des gens, vous voyez c'est normal dans cette tranche, qui font des fractures. Il y a des gens qui ont de l'ostéopénie et qui font des fractures. Alors, à ce sujet, un petit mot du terme ostéopénie. Le terme ostéopénie qui veut dire pas d'ostéoporose, ostéopénie ça veut dire manque d'os, c'est un terme qui est actuellement presque totalement abandonné. Vous le trouvez encore sur les logiciels densitométriques parce que les idées ont la vie dure. C'est un terme qui est extrêmement anxiogène pour les patients. Les gens reviennent avec une densitométrie où on leur a dit, et très souvent le manipulateur c'était très dangereux, faites attention, ne tombez pas, vous avez de l'ostéopénie. L'ostéopénie c'est l'os du nerf, c'est pas plus que ça. Ça devient dangereux quand il y a déjà les fractures, mais ça ne doit pas a priori vous inquiéter sur ce simple point. Alors, là on rentre un peu dans le présent, parce que vous connaissez je pense déjà la densitométrie. On est à la recherche d'un système qui permet de prendre en compte les autres facteurs de risque. Vous avez vu marquer tout à l'heure, que je ne vais pas répéter. Et ce système, c'est ce qu'on appelle le FRAX tool, FRAX pour fracture, R pour risque et A pour assessment, indice de fracture, qui est un indice composite qui est très intéressant et qui va tenir compte de tous ces éléments qui ne sont pas pris en compte dans la densitométrie. Mais d'ores et déjà, vous voyez qu'on a pour le tabac absence de quantitation. Pour la densitométrie, on se base que sur le col fémoral, on ne va pas chercher la vertèbre, ce qui est pourtant très intéressant. Pour la corticothérapie, on ne parle pas de la dose, donc c'est bien, mais c'est peut-être pas le top. Alors, on rentre toutes ces données sur l'ordinateur, ça va très vite. On rentre l'âge, le sexe, le poids, etc., le fait que les parents ont eu des fractures, et on vous donne votre indice FRAX. On vous dit, voilà, vous avez à 10 ans, c'est-à-dire probabilité de fracture, major ostéoporotique 7,6, fracture de hanche 2,7. Donc voilà l'ensemble, voilà ce qui va se passer dans le futur. Alors, il y a encore un variété de problèmes, parce qu'on s'est aperçu que les courbes variaient d'un pays à l'autre. Et si vous rentrez les mêmes chiffres sur les courbes françaises et les courbes suédoises, vous observerez qu'en Suède, ils vont casser, et en France, ils ne vont pas casser. Donc il y a des éléments importants à prendre en considération qui sont en train d'être affinés. Mais c'est néanmoins un réel progrès. Parce que jusqu'à présent, vous avez dit tout à l'heure, on traitait par rapport à la densitométrie. C'était une erreur, mais en fait, avant, on traitait n'importe comment, donc c'est quand même pas mal. Donc, sur ce schéma, on avait un concept de seuil diagnostique. C'est-à-dire tous ceux qui ont moins que 2,5, qui sont à gauche, là où je bouge ma flèche, avaient un risque de fracture important, on les traitait. C'est très bien. En fait, on les a passés sur le modèle FRAX. Maintenant, on a un concept de seuil thérapeutique qui est très différent, parce qu'on ne se base pas uniquement sur ceci, on se base sur le risque fracturaire. Et notre grande surprise, au lieu de trouver plus de patients traités, on en a trouvé moins. Ce n'est pas une mauvaise chose non plus, ça évite les excès thérapeutiques. Donc, vous verrez de plus en plus, sur les comptes rendus densitométriques, apparaître l'indice FRAX. Après tout, il y a quand même, je pense, actuellement 20% des cabinets de radio qui sont équipés, et nos internes sont habitués, en cas de doute, quand ils ne peuvent pas traiter, évidemment quelqu'un qui est cassé, qui a une forte ostéoporose dans le FRAX pas, de faire ce calcul. Et il y en a moins des limites à cette étude. Vous voyez, tout à l'heure, je vous ai dit qu'on n'avait pas la orthothérapie, on ne tient pas compte non plus dans le même domaine des corticoïdes inhalés, on ne tient pas compte des médicaments dont on avait parlé en début d'exposé qui peuvent engendrer l'ostéoporose.
On ne tient pas compte de la densimétrie rachidienne, qui est dommage. On ne tient pas compte du risque de chute, etc., etc. Donc le modèle reste à affiner. Et actuellement, je crois qu'on peut résumer ceci en disant que l'EFRAC, c'est un bon outil pédagogique pour nous et pour les médecins généralistes en particulier, parce qu'il nous oblige à chercher les facteurs de risque à l'interrogatoire. Et pour nous, c'était notre surprise, mais c'est pourtant la réalité, ça nous incite peut-être à moins traiter que l'on a traité à une époque. Alors, venons-en maintenant à ce qui nous relie tout particulièrement, puisque vous avez vu un peu l'évolution des idées sur l'ostéoporose et son diagnostic, c'est les cancers du sein de la prostate. Alors, dans les cancers de la prostate, il y a plusieurs méthodes pour obtenir une population androgénique. Il y a la castration, il y a les anti-androgènes, il y a l'analogue de la GNRH, tout ça c'est très ciblé. Les cancérologues en savent beaucoup plus que moi, bien sûr. Ce que l'on peut dire, c'est que toute privation androgénique va créer une situation d'ostéoporose et de fracture. Vous voyez sur une courbe de comparaison de castration qui est là et de non-castration en bas que le nombre de fractures dans le temps augmente de manière considérable. Et pareil, quand on utilise des traitements anti-hormonaux, de manière très significative, puisque ceux qui connaissent la statistique, le P que l'on a ici démontre à l'évidence une significativité importante, on a très nettement beaucoup plus de fractures, que ce soit des vertèbres, de la hanche, et également d'hospitalisation pour fracture quand il y a ce type de traitement. Alors, il ne s'agit pas de mégoter, les traitements sont importants parce qu'ils sauvent la vie des patients. Il s'agit simplement de souligner que ceci doit être pris en compte et bénéficier d'une approche thérapeutique particulière. Et pareil pour les agonistes utilisés en traitement de la prostate, avec cette petite notion que l'on Bolloré, bien évidemment, c'est le fait que c'est évidemment dose dépendante. Plus elle va les traiter, plus le risque sera présent. Alors, pour le sein, puisque c'est quand même quelque chose pour nous encore plus fréquent, semble-t-il, que la prostate dans les déterminants osseux, on a affaire à différentes situations. Tout petit mot du tamoxifène, rappelez que le tamoxifène a été pendant 30 ans l'immunothérapie de référence du cancer du sein. C'est encore, je dirais à ma grande surprise, mais encore relativement largement utilisé, probablement du fait de la mauvaise tolérance des autres traitements. L'amoxifène, c'est un produit qui a un effet peu atypique. Il n'est pas utilisé chez la femme non ménopausée, parce qu'avant la ménopause, il engendre en fait une perte osseuse. C'est curieux, mais c'est comme ça. Et après la ménopause, du fait de son effet un peu pro-estrogénique, il permet d'obtenir un peu de gain osseux. Toujours est-il que ce n'est pas réellement actuellement un traitement, semble-t-il, de référence du cancer du sein, même s'il est encore utilisé, je pense, en deuxième tour. Avant la ménopause, c'est le seul traitement utilisé. Et malheureusement, j'interviens comme rhumatologue, donc je vois des patients qui sont un peu plus âgés. En tout cas, merci. On apprend tous les jours. Alors, le plus important, c'est ça. Là, ce n'est pas du tout mon domaine, c'est des diatos que j'ai découverts. Pour rappeler que l'aromatase, c'est un enzyme qui permet de transformer des androgènes en estrogènes au cours de la vie évolutive par les ovaires, plus tard à partir des glandes surrénales, et ces produits sont extrêmement efficaces puisque dans les modèles expérimentaux qui sont les modèles de la souris ARCO, ça veut dire aromatase knockout, KO, on sait que les souris ARCO sont des souris qui n'expriment pas le gène de l'aromatase et qui de ce fait ont une croissance osseuse de mauvaise qualité et de surcroît ont un tissu osseux qui est faible, avec des données biologiques qui démontrent à l'évidence que ce tissu osseux n'est pas de bonne qualité. A l'inverse, les souris qui surexpriment le gène de l'aromatase ont des bons os, elles sont plus solides, avec un spin très caractère. Alors, encore une fois, c'est pas mon domaine, voilà un petit résumé de ce qui s'est dit actuellement, et il y a sûrement des molécules nouvelles que je ne connais pas. Ce qui est important pour nous, c'est que les inhibiteurs d'aromatase qui sont stéroïdiens, essentiellement l'aromacine, sont des inhibiteurs qui aboutissent à une freination estrogénique, j'ai bien compris, relativement très importante. Et si j'ai également bien compris, plutôt définitive. À l'inverse, les anti-aromatases non stéroïdiens, vous connaissez avec ces noms, l'index ont un effet freinateur, semble-t-il, moins important.
Alors après, ce qu'on s'attend effectivement dans le futur, c'est à voir sortir des courbes de densimétrie qui sont plus altérées ici que là. Je n'ai pas d'informations particulièrement urbaines. J'ai tiré simplement l'étude ATTAC. Vous connaissez peut-être d'ailleurs, une étude qui n'est pas toute nouvelle. ATTAC, ça veut dire un astrodol, et tamoxifène, un homme seul, en combination, c'est-à-dire un astrodol, tamoxifène seul ou en combinaison. Et on s'aperçoit, effectivement, de manière encore statistiquement définie, que le tamoxifène, on a beaucoup moins d'envie fracturaire, d'accident musculo-squelettique et surtout, et on terminera avec ça tout à l'heure, d'arthralgie, de douleur articulaire. Dans la mise en route d'un traitement, on assiste sélectivement à une déperdition osseuse et un nombre de fractures qui est plus important avec le anastrozole qu'avec le tamoxifène. Mais, quand on regarde l'évolution des courbes, à l'arrêt du traitement, c'est-à-dire ici, les courbes se rejoignent et il n'y a pas de perte plus significative dans le public. Voilà les courbes dans le temps au niveau de l'enrichissement secondaire. En haut, le tamoxifène, en bas, l'anastrozole. Vous avez entendu que l'anastrozole, chez des gens âgés, est plutôt protecteur. Avec les autres produits là, qui ne sont pas de mon rayon, les mêmes effets. Vous avez en haut la courbe tamoxifène, la courbe noire qui va jusque-là. En bas, la courbe anastrozole, et quand on branche, qu'on arrête le traitement de tamoxifène pour rentrer de létrozole ou pour rentrer de l'exénestal, immédiatement, très rapidement, il y aura une déperdition osseuse qui sera en général qui doit prolonger dans le temps. Alors, ce qui vous intéresse, et nous aussi, parce qu'il n'y a pas de consensus là-dessus, c'est de le faire pour ces patients. Et j'avoue que là, on n'est pas tellement sur la même longueur d'onde que les cancérologues. Il y a des cas faciles. Alors, c'est la patiente qui a une fracture, qui a une ostéoporose fracture. Donc, eux, ils sont traités. C'est des patients à traiter. On n'est pas dans la prévention, on est dans le traitement. Et il y a des cas difficiles pour lesquels il y a un consensus professionnel rhumatologique pour dire on surveille et on voit, et un consensus oncologique pour dire on traite en prévention. Et c'est vrai qu'on est, nous, généralement relativement surpris de voir que les oncologues utilisent assez facilement l'acide zolédronique en prévention chez ce type de patient. Donc le plus important, c'est bien sûr de faire le diagnostic, on ne va pas laisser passer un diagnostic d'ostéoporose, qui est extrêmement important, c'est de faire le bilan de cette ostéoporose, parce que c'est pas parce qu'on a de l'ostéoporose que c'est dû au cancer. Il y a tout un tas de facteurs qui interviennent, et en particulier la vitamine D. Vous connaissez, pour ceux qui l'ont dosé, le taux extrêmement bas que nous avons tous en général, et l'énorme débat qu'il y a actuellement sur le non-remboursement du dosage biologique de la vitamine D. Et ça, c'est un gros problème pour les rhumatologues avec les autres problèmes qu'on a actuellement sur le déremboursement de beaucoup de médicaments chez nous. Il faut chercher une cause secondaire, c'est pas parce qu'on a de l'ostéoporose qu'on n'a pas le droit d'avoir une hyperparathyroïdie ou autre chose. Et ce chiffre est un peu alarmant, mais 76% des femmes qui ont cancer du sein ont des facteurs de risque de perte osseuse qui ne sont pas forcément liés au traitement hormonal ou à la chimiothérapie. Donc, chimiothérapie des traitements, vous avez vu que j'ai mis en bas le traitement médicamenteux, pour dire que s'il est important, il ne nous exonère pas de réfléchir à tout ça, en droite ligne de ce que disait Claire tout à l'heure, en particulier la correction des problèmes visuels, des troubles, de l'équilibre, de la descente de vie qu'on a oublié d'enlever, de la lumière qu'on n'allume pas la nuit sur la verticale, etc. Ces petits détails qui sont fondamentaux. Et là, on arrive au consensus rhumatologique. Bien, rhumato est pour l'ensemble oncologique. En général, quand il n'y a rien, on ne fait rien. Quand le score densitométrique est bas, il peut être un élément de décision thérapeutique. Quand il est intermédiaire, le patient doit être suivi. Et s'il n'y a pas de traitement, de toute façon, le patient doit être contrôlé. Et la liste de perte osseuse est toujours de 30 mg cm², de 18 à 24 mois, avec, je pense, pour les patients intéressés, la possibilité de se faire rembourser la densitométrie, ce qui, à mon avis, n'est pas dans les clous de la CPL. Enfin, pour l'instant, ça marche. Et dans tous les cas de figure, ceci est fondamental. On ne peut pas aborder un traitement d'ostéoporose en s'exonérant des apports calciques et des corrections en déficit de vitamine D. Alors, là, on rentre dans le traitement d'ostéoporose, donc ce qui va nous concerner ici,
c'est uniquement ces deux classes thérapeutiques, le biphosphonate et le prolia, avec toujours, et c'est remis chaque fois, la normalisation des apports vitaminiques classiques. On ne peut pas traiter l'ostéoporose si les apports classiques vitaminiques sont mauvais. Il y a les biphosphonates que vous connaissez. La diapo date un petit peu parce que, oui, par exemple, le Bonvital est plus utilisé. Et ces biphosphonates, dont, pour l'essentiel, actuellement, nous fonctionnons sur l'acide zolédronique ou sur le risedronate et l'alendronate, sont des molécules qui sont connues de longue date. En fait, s'il y a des chimistes dans la salle, ils savent que ça correspond aux phosphates qu'on essaye d'éradiquer depuis longtemps des lessives. Et les biphosphonates sont connus depuis 100 ans. Ils ont été découverts par les chimistes allemands. Ces médicaments dont vous avez fait rappel des noms ont plein d'avantages. Ils augmentent la densité osseuse, ils normalisent les anomalies biologiques, ils améliorent également l'architecture osseuse et, in fine, ils sont efficaces sur la prévention des fractures du rachis et du fémur. Le mécanisme d'action, je passe très vite, mais il faut le comprendre, ils vont être internalisés par les cellules qui fabriquent l'os, c'est-à-dire les ostéoclastes, ce qui va aboutir à l'apoptose, c'est-à-dire à la mort de ces cellules. Donc, en résumé, vous avez compris quels étaient les avantages, mais évidemment, troisième mari également un problème, il y a des inconvénients. Dans les produits qui sont contraignants quant à leur prise. Et pareillement pour les voies intraveineuses. Ils ont des effets secondaires connus, on y reviendra rapidement. Ils ont une fixation osseuse qui est très forte. Et c'est vrai que jusqu'à présent, les patients étaient traités l'argamalu pendant des années et des années. On est de manière consensuelle amené à arrêter le traitement du biphosphonate au bout de 6 ans, compte tenu des éventuelles possibilités de fracture centrodiaphysaire du fémur, dont le mécanisme n'est pas encore parfaitement compris. Et, d'autre part, ils n'ont pas de bénéfice extraordinaire. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans la prostate? Dans la prostate, on peut administrer de l'acide zolédronique. Et pour en être entretenu avec nos maîtres et confrères de la Cassagne, récemment, ils ont tendance volontiers, à titre préventif, de traiter les patients. Je rappelle que nous avons un organigramme de traitement par rapport à la masse osseuse et à la perte osseuse. Le schéma protocolaire est connu, c'est le zolédronate qui est administré une fois par an. Grâce à ce schéma thérapeutique, on voit que les patients traités en bleu foncé versus pas traités ou qui ont pris du placebo ont vraiment un gain de masse osseuse. Quoi pour le sein? Pour le sein, on a 2 études, j'ai trié évidemment parce qu'il y en a des dizaines et des dizaines. L'étude qui permet de comparer l'anastrozole avec placebo ou avec du bisébrolate, c'est la lactonelle, et on voit que quand on a l'anastrozole seul, on a des pertes osseuses par rapport à ce que l'on a avec l'introduction du bisébrolate, c'est-à-dire lactonelle. Pareil pour le sein, l'utilisation de l'acide zolédronique, c'est-à-dire pour nous essentiellement la clasta, tamoxifène, acide zolédronique versus tamoxifène, anastrozole versus rien du tout ou acide zolédronique, là encore, les courbes sont largement en faveur du traitement préventif. Donc il est possible qu'on rejoigne tôt ou tard les cancéraux dans leur approche plus préventive que nous de ce type de soucis. Alors les effets indésirables, je passe très vite parce que ceux qui en ont pris les connaissent, nausées, syndrome gripale, douleurs articulaires, etc. Ceci est lié à un grand largage de cytokines et, assez curieusement, ce n'est pas le cas de tout le monde. On est des voix frappés dans notre patientèle de voir des dames très âgées, des petites familles toutes menues, qui passent le produit sans problème, et à contrario des gens beaucoup plus jeunes en parfaite santé qui sont carrément fracassés des fois pendant 10 ou 15 jours. Alors, le gros problème du biphosphonate, c'est ça. Donc ça, c'est un peu de la provocation, mais plutôt que d'avoir des questions, on peut faire le débat. Les biphosphonates ont été accusés, à juste titre d'ailleurs, mais avec un risque de l'ordre de 1 sur 20 millions, de créer des problèmes de nécrose de mâchoire. Alors c'est certain que celui qui a ça, il n'est pas forcément content, mais les nécroses de mâchoire que l'on voit deux bisus ici, que l'on voit en scanérphilie avec cette partie d'os qui est partie, sont des soucis que l'on connaît depuis longue date, puisqu'on les voyait chez les allumetiers qui suçaient les allumettes et qui faisaient des nécroses au phosphore. Alors, il ne faut pas dire qu'on se fiche de ce problème, c'est un problème gravissime, qui justifie pour nous toujours du bilan
très thérapeutique, et quel que soit le biphosphonate, afin d'éradiquer tous ces foyers qu'on voit, c'est-à-dire des amalgames de mauvaise qualité, des kystes alvéolaires, etc., fait que systématiquement maintenant, surtout en milieu hospitalier, tout patient qui va être traité par biphosphonate doit le dentiste. Alors, ils reviennent souvent catastrophés quand on leur dit il y a 15 dents arrachées, il y a impossibilité de mettre des implants, etc., mais il y a un juste milieu à trouver, et nous sommes dans notre discipline alertés par une chose qui devient très grave, c'est qu'il y a des patients qui ne sont pas traités, de peur de perdre des dents, de peur d'avoir des complications. Et c'est vrai que rien n'est drôle, mais il vaut mieux peut-être se contenter d'un bridge plutôt que d'un implant une fois que les dents ont été soignées, que de risquer d'avoir, comme on le voit, des fractures vertébrales littéralement. Et il faut effectivement bien faire comprendre aux patients que le biphosphonate n'est qu'un élément à prendre en compte dans le cadre de ce problème de micro du mâchoire. Et toutes les statistiques disent la même chose. C'est des patients qui picolent, c'est des patients qui fument, c'est des patients qui ne se lavent pas les dents, qui ont des problèmes importants. Ou alors qu'ils n'ont pas de chance parce qu'ils ont pris des traitements par la cortisone qui ont fragilisé le parodonte. Donc, imputer tout ça au biphosphonate, c'est priver les gens de traitement, et c'est surtout méconnaître les causes qui sont adjacentes à ce traitement et que l'on peut prendre en charge. Il y a automatiquement des recommandations, et il faut qu'il y ait une synergie totale avec les dentistes qui ont parfois, j'espère qu'il n'y en a pas dans la salle, tendance à ouvrir un peu trop le parapluie pour se dégager de complications. Alors, un tout petit mot pour le solus tumoral. En cas de lésion, en cas de métastase, tout ceci n'a pas de sens. La lésion métastatique prime sur les dents, et il est important de rappeler que dans ces cas-là, la mise en implant est une contre-indication. Voilà. Maintenant, on passe aux choses compliquées. Cette diapo qui est complètement... Obligé. Si c'est compliqué, on va arrêter. Non, mais c'est parce que c'est compliqué que je dis que ce ne sera pas compliqué. Ah, d'accord. Mais je pense que que... dans un domaine grand public, il est important que les patients sachent ce que c'est que le Prolia, puisque ça vient en avant des traitements d'ostéoporose. Cette diapo qui est extrêmement simple permet de dire que l'os qui est en bas est un tissu vivant qui est en équilibre entre ce que vont faire les cellules qui fabriquent l'ostéoblaste et ce dont vont faire les cellules qui détruisent les ostéoclastes. Toutes ces cellules travaillent en synergie. En gros, l'os que vous avez maintenant, vous l'aurez plus dans 90 jours. Il y a une ostéoporose quand le système se dérègle et qu'il y a plus de cellules qui détruisent l'os qu'il y a de cellules qui fabriquent l'os. Et le Prolia, le développement, est un monoclonal. Vous savez qu'on a toujours, on évolue beaucoup vers les anticorps monoclonaux, qui va bloquer ce côté permissif et permettre de favoriser plus la formation que la perfusion. Voilà les courbes qui montrent la masse ostéoporose, le traitement durant le traitement renal, et c'est très court parce que la patate, on n'a rien à dire, mais tout le monde nous attend en tournant sur ce domaine. Les anciens ont fait beaucoup de problèmes en France. Là, 30% me semble un peu faible, j'aurais dit volontiers 50%. Il faut pas oublier qu'il y a des récepteurs aux estrogènes dans les chromosomes, dans les cellules carcinogènes, et que lors de la culture de l'épidémie américaine, la reprise des traitements hormonaux a permis de faire partir beaucoup de douleurs que les gynécos me pardonnent sur le dos. Voilà ce que disent les femmes, les mâles, les situations insupportables. Et qu'est-ce qu'on va faire devant ça? C'est pas facile. C'est très difficile même parce qu'il faut la bonne parole. On leur parlait du spectacle des dates, on est vraiment dans cette information. Quand j'ai lancé en matin, je vais tout en faire pour les oncologues, patienter. Et après, chacun a sa propre cuisine. Il y a des gens qui sont satisfaits des choix individuels et de l'homéopathie, d'autres qui sont satisfaits des compléments, et d'autres qui font des régimes, aussi du thème, de la viande, de la viande. Je pense qu'avec moi, c'est malade, et c'est normal que les patients aient la parce qu'on est très mauvais. Donc, si on est très mauvais, ils ont raison de nous pousser. Voilà. Rappelez-vous que ces traitements sont importants pour les hématomes, que maintenant, on s'occupe des dames qui ont des hommes, des cancers. Il faut protéger les risques. Merci et pendant ce moment.